Bonjour, donc je suis Olivier Jean-Jean. Donc moi je ne viens pas du tout du domaine de la médecine. Je suis ingénieur en informatique à la base, ensuite j'ai fait de la recherche en intelligence artificielle, et puis à Lyon 1 là-bas, à la DOA. Et puis à un moment donné j'ai fait un MOOC en 2014 pour diffuser nos résultats de recherche en intelligence artificielle, et c'est ça qui m'a amené à m'intéresser au MOOC. Et après ce qui m'a conduit à travailler avec les services d'accompagnement pédagogique à Lyon 1, service ICAP, et maintenant avec le service d'accompagnement pédagogique à l'IUT Gratte-Ciel. Donc, je vais vous parler dans cette courte présentation de l'enseignement en ligne. En fait, donc, le e-learning, pour le terme français, ce serait cours en ligne, bien que ce soit lui-même un anglicisme de online course. Enfin bon, ça donne l'idée, c'est un cours médié par Internet. Donc le but de cette petite présentation, c'est qu'à la fin, vous soyez capable de définir ce qu'est le e-learning, donc le cours en ligne, en particulier les MOOC, Massive Open Online Courses, présenter les intérêts et les freins des cours en ligne, et indiquer les différentes étapes pour la création d'un cours en ligne. Alors la définition, c'est un cours à distance dans lequel enseignants et étudiants communiquent par des moyens électroniques, d'où le I, c'est-à-dire concrètement Internet. Éventuellement, il peut être ouvert. Alors, par ouvert, il y a deux sens, en fait. Il y a le fait qu'éventuellement, il peut ne pas y avoir de restriction à l'inscription. Donc, vous êtes enseignant, peut-être si un jour vous êtes enseignant dans une université, vous pouvez faire un cours en ligne pour vos propres étudiants, mais à ce moment-là, vous serez plus dans une logique de classe inversée. Moi, je vais surtout vous parler du cas où vous faites un cours en ligne ouvert à tous. Donc c'est des premières notions. Et puis ouvert, ça veut aussi dire pas seulement que les gens peuvent rentrer, mais ça veut aussi dire que les gens peuvent sortir, c'est-à-dire les gens peuvent aller voir d'autres ressources ailleurs que dans votre cours. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Faire un cours en ligne, c'est pas seulement faire des ressources qu'on met dans son cours, mais c'est inviter les participants au cours, les étudiants, à aller consulter d'autres ressources ailleurs. Donc c'est ouvert dans les deux sens. Éventuellement, ça peut être massif. Alors massif, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? L'idée principale, c'est qu'il y a une absence de coût variable en fonction du nombre de participants. Coût variable, alors c'est pas forcément le coût financier, mais ça peut être le coût en temps de l'enseignement. C'est-à-dire quand vous annoncez que vous faites un cours massif, en fait, vous ne pourrez pas affirmer qu'il y aura une masse de gens qui s'inscriront. Ça se trouve, vous n'aurez que 3 inscrits. Donc là, ce que vous pouvez affirmer, c'est que dans la façon dont le cours sera organisé, vous n'engagerez pas de temps pour chaque participant. Vous allez mettre en place votre cours de telle façon que le temps de l'équipe d'enseignement soit indépendante du nombre de participants. Donc les gens qui s'inscrivent à un MOOC savent, s'attendent pas à ce que l'équipe d'enseignement passe du temps individuellement auprès d'eux. Alors c'est un domaine en évolution rapide. Le terme MOOC même, il est très à la mode en ce moment, mais on ne sait pas s'il le sera toujours dans quelques années. On parle aussi de SPOC, Small Private Open Courses, de COOC, Corporate Open Online Course, PermaMOOC, un MOOC permanent. Donc bref, en fait, c'est en parfaite ébullition. C'est-à-dire ce qu'on peut dire aujourd'hui sur les MOOC sera peut-être plus demain. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ça relève d'une tendance lourde de l'Internet, simplement à favoriser la diffusion des savoirs. Ça, je ne pense pas que ça change de sitôt. C'est-à-dire qu'on a ce nouveau moyen technologique d'Internet qui nous permet de diffuser les savoirs. Après, les cours en ligne, ils pourront sans doute évoluer, mais on imaginera que c'est quand même une tendance lourde, que ça restera, c'est là pour durer. Alors, pour vous situer les concepts, il faut d'abord distinguer entre un cours en ligne et un tutoriel. Un cours en ligne, c'est délivré à une promotion d'étudiants qui le suivent de manière semi-synchrone. Alors, semi-synchrone, ça veut dire que, typiquement, un cours en ligne, va y avoir une leçon qui sera délivrée par semaine. Donc, en fait, en tant qu'équipe d'enseignement, vous rendez disponible une leçon toutes les semaines. Un cours en ligne typique, ça va être entre 4 et 8 semaines. Et les étudiants, vous allez mener une promotion d'étudiants qui va suivre ce cours chaque semaine. Alors c'est semi-synchrone parce qu'ils ne vont pas tous lire la leçon au même moment dans la semaine, mais par contre, vous attendez à ce qu'ils aient tous progressé ensemble de semaine en semaine. Et donc, le fait qu'il y ait cette promotion va faire que vous allez pouvoir créer une dynamique entre les étudiants. Et comme
prédécesseurs là, dans cet après-midi, Jérôme Etienne en particulier, la dynamique, les échanges entre les étudiants est absolument cruciale à la fois pour motiver les étudiants et pour favoriser l'apprentissage. Typiquement, ça va être en général des cours qui vont demander 2 à 4 heures de travail par leçon, par semaine. Donc c'est du domaine de l'événementiel, contrairement à un tutoriel qui est là en ligne et puis ensuite vous occupez de rien. Gérer un cours en ligne, c'est gérer un événement, donc ça a un certain nombre d'implications. Il va falloir faire une campagne de promotion si vous voulez avoir des gens qui s'inscrivent. En tout cas, organiser le fait que les gens le connaissent comme un événement. Il va falloir faire un teaser, hein. C'est un peu le passage obligé quand vous faites un cours en ligne. Il faut quand même que vous fassiez une petite vidéo, vous présentiez, vous vendiez en gros votre cours, vous expliquez aux gens ce qu'ils vont apprendre dans ce cours. Il faut quand même accrocher les gens. Et puis donc ça nécessite une organisation, de se préoccuper de la disponibilité des différentes personnes qui sont impliquées tout au long de la planification, et puis une synchronisation avec d'autres événements. Donc si ça s'inscrit dans une formation avec d'autres cours, il va falloir penser à comment ça se synchronise avec les autres cours. Si c'est un cours en ligne grand public, ça peut peut-être se synchroniser avec des événements grand public. Si vous faites un cours sur la politique, vous voulez synchroniser ça avec des périodes électorales ou des choses comme ça. Et bien sûr, donc ça c'est juste pour vous donner les idées, hein. Donc le cours en ligne, il y a tout ça, le tutoriel c'est juste un truc pédagogique que vous mettez mais qui est statique, vous vous occupez plus ensuite de l'événement. Mais bien sûr les frontières sont très perméables, il peut y avoir des hybridations. Il peut y avoir des cours en ligne qui sont obligatoires dans le cadre d'une formation. Là en fait c'est pas vraiment un événement, vous êtes sûr que les gens vont s'inscrire, ça s'insère plus classiquement dans une formation. Mais là comme je disais c'est plus une classe inversée. Ensuite, un cours en ligne, quand vous avez délivré le cours, vous n'avez pas forcément envie de le redélivrer de multiples fois. Ça, c'est ce qu'on constate. En fait, c'est extrêmement preneur pour l'équipe enseignante et c'est un gros travail de délivrer un cours en ligne. Le jour, j'ai cité une présentation de Cédric Villani, notre mathématicien star lyonnais, qui disait « J'ai fait un MOOC en maths ». Eh ben, je ne le referai pas, quoi, parce que c'est un énorme travail. Donc en fait, ensuite, ce qu'on veut faire, c'est le transformer en quelque chose d'un peu intermédiaire entre un tutoriel et un cours. Donc tous nos matériaux restent disponibles. Toutes les interactions qu'il y a pu avoir avec les étudiants restent consultables par d'autres étudiants qui viendraient avant. On espère maintenir une espèce de communauté qui s'est formée au moment où le cours a été délivré, qui serait capable ensuite de perpétuer le contenu du cours à d'autres gens qui viendraient après. On parle aussi de tutoriel collaboratif, donc là, à ce moment-là, vous n'êtes plus vraiment synchrone, mais vos leçons appellent des dialogues, appellent des commentaires, et donc ça crée une dynamique entre les apprenants. Donc c'est un domaine en pleine croissance, ça c'est un article du Monde de l'année dernière qui décomptait le nombre de cours en ligne. Donc les plateformes, il y a différentes plateformes célèbres, donc il y a Coursera, edX aux États-Unis, donc avec les nombres de cours en ligne disponibles que vous voyez, donc Coursera 1500, edX 700. En France, on a France Université Numérique, qui est une plateforme de mise en place de cours en ligne, donc l'année dernière, il y avait environ 150 cours, maintenant on a plus de 200. À Lyon 1, on a aussi une plateforme qui s'appelle Caroline Connect, sur lequel on doit avoir actuellement 20 à 30 cours. Je parle des cours qui sont passés, en cours d'être délivrés et annoncés dans le futur. Et c'est vraiment tous les thèmes, hein. C'est très à la mode en ce moment, donc ça touche n'importe quel thème, l'histoire, la médecine notamment, vous pourrez être amené à faire ce genre de choses, l'informatique, l'écologie, etc. Alors les publics, évidemment ça peut être des étudiants, typiquement si votre cours il s'insère dans une formation diplômante, là c'est vos étudiants, sinon ce qu'on constate en fait c'est que si le cours n'est pas obligatoire dans le cadre d'une formation, à ce moment-là, on a en réalité peu d'étudiants. On peut avoir des étudiants du 3e cycle, des doctorants, qui font un cours un peu comme ils livraient un livre pour se former dans leur domaine. Mais les étudiants en dessous, on ne les voit pas tellement sur les cours en ligne ouverts, en tout cas. On a beaucoup de professionnels qui viennent là pour une volonté de se tenir à jour dans leur profession, une curiosité professionnelle, ou être à l'affût d'opportunités, d'évolution, de rencontres au sein d'une communauté qui suit le cours. Et on a beaucoup, ça peut être une découverte, on a beaucoup d'inactifs, des retraités, des chômeurs, des personnes handicapées,
des personnes qui n'ont pas pu bénéficier des formations traditionnelles à cause de leur handicap. Et donc je souligne parce que quand on fait un cours en ligne, il faut penser à l'accessibilité, c'est important. Mettre des sous-titres pour les malentendants, parce que peut-être qu'ils sont là, les malentendants qui n'ont pas pu aller à l'université suivre des cours traditionnels. Ou simplement des personnes étrangères. Hein. Si vous faites un cours en français, il y a des gens qui se connecteront ailleurs dans le monde, dont le français ne sera pas forcément leur langue naturelle, donc c'est important de bien penser ça. Alors, deux autres concepts qu'il faut bien distinguer, pour bien situer les choses, c'est qu'on distingue classiquement ce qu'on appelle des XMOOC et des CMOOC. Alors les XMOOC, X c'est le nom du prof, donc ça va être le prof, le MOOC de monsieur machin, qui se rapproche d'un cours traditionnel, donc qui porte sur un sujet que le prof connaît bien, qui a préparé son sujet avant. Donc dans ce cas-là, les échanges entre les pairs sont importants, utiles, mais ne sont pas au cœur du MOOC. Et ça s'applique bien à un domaine disciplinaire, disons. Donc si un jour vous deviez un expert sur tel sujet médical, vous pourrez avoir envie de faire un cours en ligne sur ce sujet, et ce sera un XMOOC. Au contraire, un CMOOC, c'est sur des sujets qui ne sont pas très bien, où vous n'avez pas l'expertise, ou même l'expertise n'est pas évidente à avoir, donc ce serait plus, je ne sais pas, moi je suis pas dans la médecine, mais je dirais que l'accueil du patient dans une clinique, il n'y a peut-être personne qui est capable de faire un cours là-dessus, parce que ça va impliquer les médecins, les infirmières, le personnel administratif, etc. Donc il y aura un intérêt à faire un MOOC, c'est pour connectiviste, c'est-à-dire qui vise à susciter la discussion entre les gens, et que les gens en fait, apprennent des choses mutuellement les uns des autres, en même temps construisent la connaissance. C'est-à-dire peut-être qu'à la fin du MOOC, il y aura une production de connaissances qui en résultera. Donc dans ce cas, la connaissance est distribuée parmi les participants, agrégée par les participants, et l'échange entre les pairs, c'est pas anecdotique, c'est complètement crucial. C'est ça qui fait toute la valeur du cours. Alors, évidemment, il n'y a pas, dans le cours en ligne, la particularité, c'est qu'il n'y a pas le contact direct entre le prof et les étudiants, donc il faut se baser sur des ressorts pédagogiques et motivationnels qui sont différents du cours en présence. L'idée clé, je pense que c'est peut-être la chose la plus importante de ma présentation, c'est de basculer d'une logique où on délivre des leçons à passer dans une logique où on propose des activités. Parce que si vous êtes seul devant votre ordinateur et qu'on vous balance une leçon, ça rentre, ça ressort. Par contre, si on vous demande une activité, là, à ce moment-là, vous aurez une chance d'apprendre quelque chose. Alors les activités, alors là, c'est un peu paradoxal, parce que ça peut être lire un texte. Bon, mais il faut que le texte soit relativement court. C'est-à-dire il faut que ça maintienne le dynamisme de l'étudiant. Donc lire un court texte, regarder une courte vidéo. Jérôme Etienne m'a aussi insisté là-dessus, c'est qu'il faut absolument que les vidéos soient courtes. Écouter un podcast, là, ça peut être un peu plus long éventuellement, c'est quelque chose que vous pouvez faire en faisant la vaisselle, etc. Et puis donc engager l'activité de l'étudiant, commenter, donc il y a des tas d'outils électroniques sur Internet pour permettre aux gens de commenter, d'engager des conversations. Alors là, comme quand je disais, c'est ouvert, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les outils de votre plateforme. Là, certains ont parlé de Twitter, vous pouvez engager les gens à tweeter, à avoir des conversations sur Twitter, sur Reddit, sur Facebook, nous on a pas mal utilisé Google+, bon, ça vaut ce que ça vaut. Des forums, enfin, il faut vraiment susciter le dialogue entre les gens de façon à créer la motivation et à jouer du fait, comme ça a été dit avant moi, que les étudiants apprennent aussi en enseignant eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir expliquer des choses à d'autres. Alors, utiliser des QCM, parce que ça, l'avantage des QCM, c'est que le dépouillement peut être automatisé, s'ils ont la réponse, donc ça rentre dans l'idée de coût fixe par rapport au nombre d'étudiants. Demander des rédactions de devoirs, et pour rester dans le coût fixe, mettre en place un système d'évaluation par les pairs, c'est-à-dire que chaque étudiant rédige une copie, ou inciter les étudiants à se regrouper pour rédiger une copie en commun et s'échanger les copies pour que leurs copies soient évaluées par les pairs. Et donc, comme ça a été dit avant, on apprend autant en enseignant aux autres qu'en apprenant soi-même. Donc on joue, celui qui évalue, quand on évalue la copie des pairs, on apprend aussi. Donc l'idée clé, c'est compenser la perte d'interaction enseignant-étudiant qu'on ne peut pas avoir du fait de l'aspect massif et du fait de la distance entre le prof et les étudiants, par davantage d'interaction entre étudiants. Alors on peut aussi imaginer des systèmes de badges
ou des étudiants qui auraient des bons résultats, par exemple au QCM, ou qui se dénoteraient parce qu'ils publieraient plus de commentaires. Ils auraient un badge qui serait visible par les autres étudiants, donc les autres étudiants peuvent les identifier comme des personnes ressources sur tel sujet avec qui ils peuvent dialoguer. Mettre en place des vidéoconférences. Alors c'est bien qu'il y ait des vidéoconférences avec le prof, mais il ne faut pas oublier non plus de proposer des rendez-vous sur des systèmes de vidéoconférences tels que Google Hangouts, où les gens peuvent se rencontrer entre eux, aussi dire de telle heure à telle heure, vous serez invité à vous connecter, vous aurez une chance de rencontrer d'autres participants. On travaille, ça c'est plutôt en recherche, comment leur permettre aux gens de partager leurs traces d'activité, d'expliquer que j'ai fait telle action, telle action, telle action, et de pouvoir les partager, les montrer mutuellement. Je ne vais pas approfondir là-dessus. Et puis, comme élément de motivation, fournir un certificat de participation. Donc un cours en ligne, c'est extrêmement difficile de l'insérer dans un diplôme, parce que, évidemment, pour évaluer les gens, il faut pouvoir savoir qu'ils sont bien qui ils prétendent être. Donc c'est pratiquement impossible, sauf à les rencontrer physiquement, quoi. Donc la plupart des MOOC et des cours en ligne, qui sont vraiment uniquement cours en ligne, ne délivrent pas de diplôme. Par contre, c'est important de délivrer un certificat de participation, qui a une valeur assez symbolique en fait, mais qui est un élément motivant pour les gens. C'est-à-dire qu'eux, ils se fixent au départ l'objectif d'obtenir le certificat de participation. C'est pas nous qui les motivons, c'est un outil pour eux de se motiver eux-mêmes. C'est comme quand ils commencent à monter sur une montagne en se disant je veux atteindre le sommet. Là, ils se diront je veux atteindre le certificat de participation, puis au moment où ils auront un peu un coup de mou, ils se rappelleront de leur objectif, ça rentre dans leur motivation. La charge de travail pour l'enseignant qui va faire le MOOC, en général, ce qu'on voit, ça ne se fait pas en une seule année. En fait, là, ça ne rend pas bien. En réalité, c'est souvent itératif. Mais bon, en gros, ça suit ce processus-là. Donc, il faut d'abord définir les modalités du MOOC, comment on va s'y prendre, quel genre de plateforme on va utiliser, etc. Ensuite, il faut scénariser les modules. Donc, scénariser, en fait, quand on enseigne, on scénarise toujours un cours, mais là, on est obligé de scénariser un petit peu différemment quand c'est un cours en ligne. Ensuite, il faut faire des productions de ressources pédagogiques, ça peut être des vidéos, des QCM, des exercices. Ensuite, donc, mettre ces ressources sur la plateforme qu'on a choisie. Ensuite, tester le MOOC, c'est important, il faut qu'il y ait des étudiants qui le testent avant qu'il soit officiellement ouvert, parce qu'on trouve toujours des trucs qui ne vont pas. Et puis ensuite, délivrer donc, le cours, et puis à la fin, évaluer. Au niveau de la charge de travail côté enseignant, en général, c'est énorme. Les chiffres qui circulent, c'est entre 500 et 1000 heures, sauf si les ressources existent, sauf si vous renvoyez vos participants sur des ressources existantes. Mais si c'est un cours dont le sujet n'est pas disponible sur les étagères, c'est un projet spécifique dont vous êtes le spécialiste, à ce moment-là, c'est comme si vous écriviez un livre, en fait. C'est d'où l'analogie, le terme MOOC est intéressant, parce qu'on peut faire analogie MOOC-book. C'est une façon moderne d'écrire un livre sur un sujet très pointu, en prenant en compte toute la pédagogie. Donc une répartition un peu représentative, ça peut être ça. Donc là, en fait, ça fait que 400 heures, mais en gros, c'est un quart scénarisation, la moitié production de contenu. Non, un huitième scénarisation, la moitié production de contenu, un quart l'effort de mise en ligne, un quart animation, évaluation. Mais bon, ça peut être très très variable, c'est vraiment un titre indicatif, ça peut être très très variable selon les contenus. Alors je voulais vous parler un peu de notre expérience personnelle d'accompagner des gens qui font des MOOC. En fait, ce dont on se rend compte, c'est que en général, ce sont des MOOC, ce sont des cours que les enseignants ont déjà donnés en présentiel. En fait, ils transforment un cours en présentiel pour en faire un MOOC. Et une des motivations qu'ils ont pour faire ça, c'est de la frustration de toujours devoir refaire la même performance d'année en année. Ils voudraient pouvoir capitaliser. Alors, une des premiers réflexes qu'ils ont quand ils veulent capitaliser, c'est enregistrer leurs cours en présentiel. Bon, ça, c'est très facile, il suffit d'avoir un smartphone. En fait, c'est ce que je suis en train de faire, là, je suis en train d'enregistrer ce que je suis en train de dire. Ou un dictaphone. Et donc, bon, on peut s'enregistrer en cours. Mais en fait, ça ne sert pas aux étudiants. Personne n'écoutera jamais, c'est extrêmement rébarbatif quand vous êtes tout seul chez vous à écouter quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas servir. Ça peut vous servir à vous. Si vous redonnez le même cours l'année prochaine,
et ben, le matin, avant d'aller le donner, vous réécoutez, ça vous remet dans le bain, c'est très utile. Si vous confiez votre cours à un collègue, et ben, il pourra écouter ce que vous avez dit, ce sera plus facile pour lui. Ou ça peut servir exceptionnellement, genre, s'il y a un étudiant qui n'a pas pu venir, vous pouvez toujours lui dire, ben voilà, écoutez le cours. Ensuite, la deuxième étape, c'est de faire une espèce de montage avec cette bande audio. Oui, en général, les profs préfèrent juste s'enregistrer en audio que de se filmer, parce que là, c'est plus compliqué, ça demande plus de ressources, puis on n'aime pas bien, en fait, se voir en vidéo. Mais donc, ce qu'on peut faire, on enregistre sa bande audio, puis après, on fait un petit montage avec ses slides. Alors là, c'est pas tellement de sens, parce que mes slides sont statiques, mais quand vous avez des choses, des images illustratives ou des vidéos, ben, en fait, après, vous prenez votre bande audio, vous montrez vos slides. Ça, c'est facile à faire sur les ordinateurs, sur Mac, vous utilisez iMovie, sous Windows Movie Maker, vous faites une petite vidéo en synchronisant vos slides à votre montage, et puis vous pouvez facilement mettre ça sur YouTube. Alors ça, pareil, les étudiants, c'est imbitable pour eux, vous faites un cours d'une heure. En fait, moi, j'ai un exemple d'un cours donc, que je donnais comme ça. Il y a beaucoup de vues, hein, j'ai eu 10 000 vues sur un cours d'une heure, mais quand je regarde les stats, en fait, la moyenne de visionnage, c'est 10 minutes. C'est un cours d'une heure. En fait, c'est les gens, c'est impossible de soutenir un cours comme ça quand vous n'êtes pas en présence, parce que c'est complètement un autre contexte. Mais bon, c'est une étape. Après, l'étape suivante, c'est de dire, bon, bah, je vais carrément partager les contenus pédagogiques, donc mes supports de cours, mes exercices, tout ça, je vais tout mettre en ligne, et puis comme ça, si quelqu'un s'intéresse, eh ben, il pourra se débrouiller avec ça. L'étape d'après, c'est réindexer. On se rend compte que, donc, vu que les gens, en fait, ils n'écoutent pas vraiment les vidéos, ce qui est intéressant à faire, c'est de réorganiser son cours pour dire, en fait, mon cours, il parle de tel sujet, tel sujet, tel sujet. Pour entendre parler de tel sujet, allez à tel timecode dans la vidéo. En fait, c'est un pivot de votre cours, c'est-à-dire le point d'entrée, c'est plus la vidéo, mais le point d'entrée, c'est une espèce de table des matières qui vous dit, ben voilà les sujets, et allez consulter que 5 minutes de la vidéo à tel timecode, que c'est le document. Et donc là, vous commencez à organiser, à avoir quelque chose d'un peu plus accessible en ligne. Et puis en fait, quand vous faites ça, vous vous rendez compte que, ouais, mais la vidéo du cours, en fait, c'est pas si facile de trouver 5 minutes qui soit... Donc en fait, là, vous avez envie, bon, bah, ça, cette partie, je vais carrément la refaire. C'est là que vous faites une vidéo spécifique pour le cours en ligne, quoi. Donc là, vous faites, en général, 3 minutes, c'est bien, quoi. 5 minutes, et 10 minutes, ça devient trop long, quoi. Donc vous faites des petites vidéos, et on se rend compte que dans l'enseignement en ligne, il faut vraiment aller droit au but, quoi. C'est-à-dire, il faut dire... je vais vous enseigner que tel truc, et ne pas y aller progressivement. Et puis la vidéo, elle est là pour éventuellement expliquer exactement ce que ça veut dire. Et puis après, les discussions sont là parce que les gens ils vont dire ouais, mais non, mais moi je suis pas d'accord. Moi je pensais plutôt que ça. Et donc la discussion, je suis d'accord. Donc la clé vraiment de la rescénarisation d'un cours en ligne, c'est réduire le contenu, parce qu'en fait, en ligne, on peut faire passer beaucoup moins de contenu, et aller à chaque fois droit au but du message qu'on veut faire passer. Puis voilà, une fois que vous avez fait ça, ben, vous n'avez plus qu'à mettre ça sur une plateforme de MOOC. Vous mettez vos exercices, vous mettez vos petites courtes vidéos, vous faites des QCM, bon, parce que les QCM, c'est bien, ça permet aux gens de se tester, puis se dépouiller automatiquement. Vous mettez les forums, les outils d'interaction. Et voilà, vous pouvez faire un teaser, annoncer votre cours et c'est disponible. Voilà. Et puis alors, je conclurai sur les 7 erreurs à ne pas commettre. Alors, produire un cours en ligne sans réel objectif, ça paraît évident. Mais ça peut arriver, hein, que des fois il y a des financements pour faire un cours en ligne, et puis en fait les profs ne sont pas très motivés et ça se passe mal, quoi. Bon. S'il y a peu d'interaction et de collaboration entre les participants, c'est pas bon. Il faut vraiment jouer sur l'interaction et la collaboration entre les participants. Mauvaise scénarisation, voilà, on n'a pas pris assez le temps d'épurer son cours pour en faire vraiment un cours en ligne. Contenu trop dense, on n'a pas assez élagué son contenu de cours pour que ça puisse vraiment être adapté en ligne. Peu d'exemples de mise en pratique, donc ça rejoint ce que je disais, qu'il faut vraiment qu'il y ait des activités proposées aux étudiants qui ne soient pas passifs. Faible qualité des ressources pédagogiques, bon bah ça, voilà, on fait ce qu'on peut. Il faut avoir quand même conscience que c'est important d'avoir des qualités, des vidéos d'assez bonne qualité. Si on les fait à la webcam avec le micro de son ordinateur, c'est assez rébarbatif, quoi. Ceci dit, c'est plus le son qui est rébarbatif que l'image, en fait. C'est important d'avoir un bon micro.
Et puis, donc, si on minimise l'importance du rôle de l'animateur, ça ne va pas. Il faut, alors, bien que l'animateur ne pourra pas passer du temps individuel avec chaque étudiant, c'est quand même important qu'il lance les débats sur les forums, qu'il pose des questions et qui stimule les En fait, souvent, alors, donc, si les gens posent des questions, en tant qu'animateur, on répond. Mais on se rend compte, c'est qu'on n'est pas submergé. C'est-à-dire, même si vous avez 1000 participants, bah, le premier qui n'a pas compris, il pose une question. Bon, vous répondez ou vous attendez que quelqu'un d'autre réponde. Le deuxième qui arrive derrière, il lit, il voit la réponse, puis il pose peut-être une autre question, puis là vous répondez. Puis le troisième, il lit tout, et puis il pose une troisième question, puis au bout d'un moment, ça se tasse. Vous n'êtes pas submergé, même si vous avez 1000 participants, vous n'êtes pas submergé. Mais c'est important que vous soyez présent et que vous vérifiez qu'il y ait bien cette... Vous dynamisiez, vous engagiez les gens, s'ils ont un peu peur au début de dire des bêtises, etc. Donc, vous créez une ambiance sympathique, quoi. En vous mettant en scène aussi en vidéo, etc. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous...